bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, de vous voir aussi nombreux pour un sujet qui est effectivement passionnant, agriculture, alimentation, enjeu majeur de durabilité des territoires. Très rapidement, effectivement, donc, je suis rédacteur en chef d'un média qui s'appelle Ecopo, qui est un média qui s'intéresse naturellement à la RSE et qui est un média plutôt B2B, donc qui s'adresse aux entreprises. Pour parler de ce sujet aujourd'hui, je vais inviter à me rejoindre sur scène Carole Perrier, qui est déléguée générale de l'ARIA Auvergne-Rhône-Alpes, Jérémy Camus, qui est vice-président de la métropole de Lyon, et Christophe Audouin, président de Biolo, ainsi que Fabrice Rondeau des Jets de Bonduel. On peut les applaudir. Bien. Je vous invite à vous installer. Moi, je resterai, je pense, debout un peu sur le côté pour pas gêner l'écran. Alors, cette table ronde va durer environ 1 heure. On va effectivement échanger entre nous, mais il y aura un petit temps aussi d'échange avec la salle si vous le souhaitez. Donc, si vous voulez poser des questions, on vous donnera la parole à la fin de cette table ronde. Et si vous le voulez bien, pour commencer en fait cette table ronde, j'aimerais qu'on prenne tout de suite un peu de hauteur ou d'envergure pour savoir en fait qu'est-ce que la durabilité, qu'est-ce qu'on entend par là, parce qu'effectivement, en fonction des différents intervenants, on peut avoir des définitions un peu différentes, et c'est vrai que j'aimerais entendre sur ce sujet, qu'est-ce que c'est que la durabilité concrètement, la durabilité des territoires, et peut-être avoir votre point de vue, Jérémy Camus, en ouverture, qu'est-ce que c'est que la durabilité des territoires, en tout cas pour la métropole de Lyon, et puis je vous poserai la même question, Carole, au niveau après, effectivement, de l'ARIA. Bonjour, merci à toutes et à tous. Durabilité, en fait, il faut déjà partir de constat, quelque part, si on veut dresser un plan d'action. Et c'est ce qu'on a fait en début de mandat, il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Et l'un des constats sur lesquels on était arrivé, c'est que la métropole, comme quasiment toutes les métropoles et grandes agglomérations françaises, aujourd'hui une autonomie alimentaire très faible. On est à moins de 5% d'autonomie alimentaire. En d'autres termes, pour le prendre concrètement, 95% de ce qui est ingéré par les ventes des 1 400 000 habitants de la métropole ne provient pas du tout du territoire, voire même ne provient pas d'un territoire très large. Et Cédric Szabo l'a dit tout à l'heure sur l'importance des territoires ruraux qui entourent ces métropoles. Nous, on a fait l'exercice à un périmètre de 50 km autour de la place Bellecour, qui inclut pas mal de territoires ruraux. Et bien, 95% de ce qui est consommé ne provient pas de ce périmètre de 50 km. Et donc ça arrive maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour potentiellement relocaliser cette agriculture et cette alimentation, en plus au regard de ce qu'on a vécu avec la pandémie et des difficultés d'approvisionnement des habitants, au regard de ce qu'on vit avec on vit toujours avec la crise ukrainienne et l'influence sur les marchés alimentaires. Donc, quelles sont les actions qu'on peut mettre en œuvre? Et une des premières choses, on reprend la chaîne de valeur en quelque part. Alors, on reprend toute la chaîne, c'est-à-dire de la graine jusqu'à l'assiette, et on va essayer de voir toutes les actions à mettre en œuvre. Et donc, on a une action particulièrement sur le foncier, par exemple, de sanctuariser et sauver le foncier agricole. Pour votre information, je vais vous donner quelques chiffres, mais c'est plus de 1000 hectares qui ont été artificialisés sur ces 10 dernières années sur la métropole de Lyon. 80 à 90% étaient des terres agricoles. Aujourd'hui, il y a encore des terres agricoles qui sont menacées par l'artificialisation. Et donc, dans nos premières actions qu'on a mises en œuvre en arrivant, c'était de modifier les documents d'urbanisme pour resanctuariser, redonner la vocation agricole à des terres agricoles qui n'étaient pas forcément fléchées comme ça par nos prédécesseurs. Et puis ensuite, je ne sais pas comment on le détaillera, mais une fois qu'on a des terres, encore faut-il mettre des paysans, et on n'est pas épargné, comme tout le territoire français, par la baisse du nombre de paysans sur notre territoire. Et donc, quelles sont les actions proactives qu'on peut faire pour avoir plus de paysans sur le territoire, sur ces terres agricoles, pour qu'elles soient cultivées, en sachant qu'aujourd'hui, on a très peu de friches agricoles en fait sur la métropole. Et on pourrait dire aujourd'hui qu'on a un potentiel, si on prend que le territoire métropolitain, on a à peu près 20% de terres agricoles. Donc ça reste quand même, on n'est pas si proche que ça de l'image d'Épinal, du Fourvière, de la Veille de la Chimie. On a encore 20% de terres agricoles sur la métropole. C'est 59 communes, donc c'est beaucoup de communes qui sont périurbaines, voire quasi rurales pour certaines d'entre elles. Et donc c'est sur ces communes en fait qu'aujourd'hui on fait le pari de réinstaller de l'agriculture. Et on verra peut-être ensuite qu'il manquera des outils de transformation qui ont été malheureusement n'existent plus sur la métropole de Lyon. Et j'ai un exemple assez concret que je pourrais vous expliquer tout à l'heure sur, par exemple, le fait d'avoir un moulin sur la métropole, en quoi ça change la donne pour la filière agricole et en particulier céréalière.
On va effectivement en parler dans quelques instants. Carole Perrier, du coup, même question, quand on parle de durabilité, on parle de quoi concrètement? Alors quand on parle de durabilité, je pense qu'on parle de responsabilité collective de tous, et notamment de l'efficacité économique au service du développement social, au service de la protection de l'environnement, à différentes échelles. Alors j'ai entendu Jérémy Camus, vous avez vu l'ARIA, donc c'est l'Association régionale des industries agroalimentaires. On vous parlera beaucoup avec Fabrice Renaudot, qui est le directeur de Bonduel, d'échelle, d'équilibre, de responsabilité. Parce que pour nous, effectivement, cette durabilité, elle se joue à des échelles très différentes, et y compris le plus finement. Vous avez parlé tout à l'heure de communes, mais nous, on se doit aussi de gérer ça vraiment de façon beaucoup plus globale. Mais je crois que vraiment, c'est une responsabilité collective de tous les acteurs et les parties prenantes. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler aussi le cadre donné au niveau national qui a été assigné notamment à la filière agroalimentaire? Oui, alors Jérémy en parlait tout à l'heure à l'échelle de la métropole. C'est pour ça que moi, géographiquement, j'élargissais tout ça, parce qu'effectivement, on a un rôle économique évident de créer de l'emploi, de créer des dynamiques. On parlait tout à l'heure de territoire, mais de créer des dynamiques aussi bien sur des territoires urbains, mais que des territoires ruraux, hein, puisqu'il y a une proximité, une solidarité très forte avec le monde agricole, puisqu'on transforme des produits vivants, hein, des produits végétaux, des produits animaux, dans les différentes entreprises, les entreprises que l'on a. Mais au-delà de ça, je crois qu'on a là encore une fois une très grande responsabilité. On nous a donné un cadre, la souveraineté alimentaire. Vous savez qu'elle s'érode depuis un certain nombre d'années, au fur et à mesure, alors du fait effectivement d'avoir un monde agricole qui se réduit de plus en plus, et des surfaces de production qui se réduisent, et ça s'accélère de façon drastique. Mais on a ce rôle de nourrir tout le monde en quantité, en qualité. Et puis on le voit bien ces derniers temps, on a l'accessibilité, c'est-à-dire le fait d'avoir à disposition des aliments, comme je vous le disais, de qualité, mais qu'on puisse payer. Et ça, vous allez voir, c'est pareil, quelque chose qu'on va vous parler systématiquement, parce que ça fait partie également des enjeux qui sont importants sur nos territoires. Alors merci effectivement pour cette introduction. Effectivement, on va avoir trois parties dans cette table ronde. Une première partie qui va commencer tout de suite sur la partie, on va dire, agriculture, une partie liée à l'accessibilité, et puis une dernière partie qui va être liée plutôt à la RSE, à la réglementation, qui impacte aussi fortement tous ces enjeux. Pour parler, entre guillemets, d'agriculture, je me tourne vers vous, Christian Audouin, parce que quand on a préparé finalement cette table ronde, c'était la première chose qu'on a dit, on doit partir de la base. Et la base, c'est les agriculteurs. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce que fait BioAnlo et m'expliquer pourquoi est-ce qu'effectivement pour vous c'est important qu'on commence par là? Oui, merci. Oui, alors deux mots sur BioHello. Moi, je suis entrepreneur. J'ai passé une trentaine d'années chez Danone avant de me lancer dans ce projet-là. Et passer du temps chez Danone, ça m'a permis de comprendre effectivement les enjeux de filière et les problématiques. Et oui, j'ai monté BioHello. Cette entreprise a pour vocation première d'aider des éleveurs laitiers bio à se lancer dans la transformation, pour justement faire en sorte, à la fin, bien sûr qu'on va proposer des super produits, mais faire en sorte que demain, on ait encore des éleveurs bio durables en France. Je reprends la citation de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Édouard Bergeon, qui a fait Au nom de la terre. Souvent, quand il fait des conférences, il dit pas de pays sans paysans. Alors évidemment, on voit le lien évident entre agriculteurs et alimentation, parce qu'ils nous nourrissent. Mais en réalité, il y a tout un tas d'autres conséquences, et c'est pour ça qu'on parle d'une agriculture durable. C'est pas uniquement l'alimentation, il y a d'autres conséquences de la présence des agriculteurs dans les campagnes. J'ai compris tout à l'heure que d'ailleurs, si on veut encore avoir des maires en France dans quelques années, on a intérêt à faire en sorte d'avoir des agriculteurs, parce qu'ils sont surreprésentés sur des missions comme celle-ci. Et puis à côté de ça, ils entretiennent, quand on est sur des systèmes d'agriculture durable, ils entretiennent les paysages. Voilà, quand on est sur une ferme laitière, qui pourtant est décriée sur l'émission du carbone, en bio, on est sur des fermes qui sont extensives, qui entretiennent les prairies, où on plante où il y a des arbres, et voilà, et on a tout cet écosystème. Et puis enfin, on fait en sorte d'avoir des personnes qui vivent, des habitants qui vivent à la campagne, et qui du coup vivent bien avec des agriculteurs à côté qui sont sur des pratiques durables. Et ça aussi, ça compte beaucoup. Donc oui, il faut commencer par l'agriculture, mais oui, il faut faire en sorte d'avoir des projets qui permettent, et une orientation politique, qui permettent d'avoir demain encore des agriculteurs, notamment des éleveurs laitiers, parce qu'on sait que ce métier est super dur, mais je reviendrai dessus.
Fabrice Renaudot, je vais vous donner la parole sur ce sujet, parce que je présume que les entreprises du privé, notamment Bonduelle, doivent jouer un rôle majeur aussi sur cet item. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je construirai sur Christian sur ce que vous disiez. La bonne santé d'un écosystème, en fait, ça va dépendre de la qualité des relations qui unit les différentes parties de cet écosystème. Et en fait, la grande prise de conscience pour nous aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas des acteurs indépendants, mais on est tous reliés. Donc nous, ce qui va nous animer, c'est quel type de relation on peut avoir avec le monde agricole pour contribuer à la pérennité et à la transition du monde agricole. Et ça, ce type de relation, c'est des relations historiques qu'on a chez Bonduelle, parce qu'il y a 170 ans, on est né dans les plaines de Picardie, on a été créé par 2 entrepreneurs à l'époque. Alors, le mot start-up n'existait pas, ça fait 170 ans, mais c'était ça. Louis Bonduelle et Louis Le Saffre, qui étaient des exploitants agricoles et qui se sont associés pour mieux produire et pour transformer leur production. À partir de là, nous, on a décidé d'avoir des relations avec le monde agricole qui ne sont pas que des relations transactionnelles, qui sont des relations marquées par la pérennité. On veut que ce soit des relations qui durent dans le temps, des relations marquées par la proximité. On ne se contente pas d'acheter des produits, mais on est aussi dans les champs tous les jours avec eux pour les conseiller, pour développer des projets, et des relations marquées par la responsabilité. Ça veut dire qu'on n'est pas là juste pour acheter des produits le moins cher possible, mais on est là pour voir comment dans notre relation, on peut assurer la pérennité des filières, comment on peut assurer la qualité des produits et comment on peut minimiser nos impacts sur l'environnement. Donc il y a plein de mécaniques très concrètes qu'on développe depuis des années qui marquent notre modèle agricole, la manière avec laquelle on entretient des relations avec le monde agricole. Puisqu'il n'y aura pas de pérennité du monde agricole s'il n'y a pas de solidité et de pérennité du lien qui unit les agriculteurs avec leurs transformateurs. L'un comme l'autre ont besoin de cette relation d'interdépendance. Donc concrètement, le modèle agricole que nous on développe depuis des années, c'est un modèle agricole qui va être un modèle de contractualisation. Ça veut dire qu'on va se mettre d'accord avec les agriculteurs pour l'hiver et pour l'été, à la fois des quantités de récoltes qu'on va leur acheter avec un prix particulier. Ça, c'est hyper important parce que c'est très bien, quand on se met à la place d'un exploitant agricole, aujourd'hui, la volatilité des récoltes, du climat, ça fait peser sur les exploitations agricoles énormément de questions de gestion. Cette contractualisation, ça donne de la visibilité sur la gestion d'une exploitation agricole. Mi-juin, j'étais à côté de Troyes, chez un de nos partenaires. La question, c'était, faut que je discute avec vous parce que je dois acheter mon prochain tracteur, c'est 350 000 euros. Si on va voir le banquier en disant, on a des relations et on a une partie de vente de notre production avec une perspective dans les 1 an, 2 ans, c'est sûr qu'on va pouvoir continuer à développer l'exploitation et assurer sa pérennité. La deuxième chose, c'est aussi la responsabilité. Et au-delà purement de la relation transactionnelle, on signe avec nos agriculteurs une charte agronomique, pour travailler avec eux sur la manière avec laquelle ils vont récolter, ils vont cultiver les salades, les carottes, que nous ensuite on va transformer dans nos ateliers. Et derrière cette charte agronomique, il y a des engagements vers l'agriculture régénératrice. Alors on ne va peut-être pas rentrer là dans les détails, mais en tout cas des méthodes agricoles qui vont faciliter et encourager la préservation du sol, la protection de la biodiversité et la minimisation des ressources qu'on utilise. Donc c'est ce lien particulier qui pour moi est super important pour pouvoir parler de durabilité, de souveraineté et de pérennisation agricole. Alors, merci Jérémy Camus. J'aimerais qu'on parle en fait, tout ce qu'on est en train de dire, c'est finalement comment est-ce qu'aussi on arrive à développer et à pérenniser aussi les circuits courts au niveau local, parce que ça c'est un véritable enjeu. Vous l'avez dit très rapidement en introduction, mais effectivement, moins de 5% des produits consommés localement sont issus de l'agriculture locale. Donc c'est-à-dire que 95%, si on prend à l'inverse, sont finalement issus d'autres régions, voire importés d'autres pays. Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce que fait la métropole justement pour améliorer entre guillemets ce pourcentage ou pour favoriser le développement des circuits courts? Ce chiffre, c'est pas hasard, hein, c'est même normal, quoi. On a peu d'outils de transformation qui permettent de capter le produit dès le départ. Et moi, je ne parle pas souvent de circuit court, je parle plus de circuit de proximité, parce que derrière la notion de circuit court, on peut avoir du chocolat et vous le savez, du café qui viennent de très très loin et qui restent en circuit court avec peu d'intermédiaires, quoi.
Donc le circuit de proximité, ça veut dire comment on ne laisse pas échapper des productions agricoles et on les maintient au maximum sur le territoire jusqu'à ce que ça arrive dans une assiette d'un habitant. Et l'exemple que je prends assez bien en ce moment, c'est parce qu'il est opérationnel, il est concret, et tout le travail qu'on a à la métropole, c'est toujours par filière. Typiquement, on a un travail aussi sur le même projet que monsieur, sur la filière de bio et du lait bio qui est en grande difficulté, et de voir comment on arrive à soutenir cette filière à travers en particulier la commande publique, et arriver à faire que du lait bio soit transformé peut-être différemment, localement, et qui arrive dans les cantines de nos collèges, qu'on gère à peu près 80 collèges et 3 millions de repas par an pour nos collégiens, quoi. Donc, et dans nos cahiers des charges aujourd'hui, à la fois auprès des prestataires pour certains collèges et même dans nos régies, dans nos cantines où on gère directement, on amène cette notion d'aller vers des filières locales. L'exemple que je prends, c'est l'exemple du céréal. Alors le céréal, souvent, la tarte à la crème de circuits longs, où parfois les paysans n'ont même jamais goûté leur céréales de toute leur vie. Ils ont juste envoyé ça à une coopérative qui les utilise dans l'alimentation humaine, mais souvent aussi dégradée dans l'alimentation animale et dégradant aussi le revenu des paysans qui ont eu beau planifier leur culture pour de l'alimentation humaine, se voient dégradés parce que les caractéristiques qu'on leur demande ne sont pas atteintes, quoi. Et là, on a eu la chance d'avoir un meunier qui a décidé de s'installer sur la métropole de Lyon, à Pierre-Bénite. Donc, ce n'est pas le moulin avec l'image d'Épinal du moulin qui tourne. On est dans un endroit, un petit artisanat, une petite PME avec un moulin qui a un process de transformation du blé qui n'est pas le même que dans la filière agro-industrielle peut-être classique. Et un des principes importants, mais qui fait toute la différence, c'est qu'on revient de la mouture plutôt artisanale qui conserve, pour ceux qui connaissent un peu, le germe de blé. Et le germe de blé permet en fait d'avoir des qualités de farine peut-être supérieures à de la farine blanche qui ne garde que l'amande, etc. Mais qui donne surtout la capacité au paysan qui va vendre ce blé de le vendre plus cher que ce qu'il le vendait habituellement dans la filière classique. Aujourd'hui, grâce à ce moulin, il a seulement 1 an et demi avec très peu d'investissement. On parle toujours des budgets énormes de la PAC qui sont soi-disant structurels. Là, sur un petit investissement peu important, on a une organisation structurelle de la filière qui débute, qui n'est qu'un début. C'est qu'une illustration que c'est possible d'arriver à relocaliser déjà quasiment 200 hectares de terres céréalières qui étaient vouées plutôt à l'exportation. Et la belle histoire, c'est que ce blé, qui passe dans un moulin à Pierre-Bénite, arrive dans les cantines de nos groupes scolaires de la ville de Lyon, quoi, sous forme de transformation de pain associée à une petite PME qui fait de la transformation de pain à base de ce céréal-là. Et l'important aussi, moi j'aime bien le rappeler, quand on est élu et qu'on est avec le monde agricole, on n'est pas souvent dans des contextes positifs. Aléas climatiques, victime de quasiment toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui. Et on est souvent dans des réunions, on est plutôt à chercher des solutions à des gros problèmes ou des urgences, etc. Et là, c'est une des premières fois depuis le début de mandat où moi je vois devant moi une quinzaine de céréaliers qui ont la patate, quoi, qui ont la banane, parce qu'ils ont enfin trouvé non seulement un débouché qui est rémunérateur, mais en plus un débouché qui a du sens, puisque pour la première fois de leur vie, ils ont goûté leurs propres céréales qu'ils cultivaient dans leur champ. Ce qui est quand même assez hallucinant de se dire ça à notre époque, quoi. Et on est allé même aller plus loin pour dire mais comment on valorise encore plus ces producteurs. Et donc ce meunier fait même de la farine à façon, c'est-à-dire que les meuniers ils reviennent avec une partie de leur production avec leur nom sur leur farine et qui peuvent eux aussi faire de la promotion et de la vente en direct en gardant évidemment la marge pour eux, quoi. Donc voilà, c'est ce type de mécanisme qui pourrait demain se démultiplier sur d'autres filières. On travaille sur la filière maraîchère, on a une légumerie qui n'est pas très loin de la métropole, juste en bordure, qui fonctionne dans ce cadre-là. On travaille sur la filière laitière, on travaille aujourd'hui sur la filière viande, avec en particulier la production de steak haché à destination de nos enfants qui en raffolent, mais des steaks hachés locaux et des steaks hachés bio avec un abattoir et d'un outil de transformation qui est situé à côté. Et donc c'est tous ces outils de transformation qui finalement sont la clé de voûte locale d'une relocalisation, en tout cas selon nous. Et donc l'aide de la métropole, c'est aider financièrement à ce que les filières s'organisent, donc c'est beaucoup d'ingénierie de notre côté qu'on fait en interne ou qu'on sous-traite. Et puis 2, c'est de l'investissement direct, quoi. C'est-à-dire que nous, on a multiplié par 4 notre budget agricole et alimentation pour arriver à 10 millions d'euros dans le mandat pour accompagner tous les investissements qui œuvrent dans cette direction-là
et on accompagne sans faille les agriculteurs qui veulent y aller et qui ont envie d'y aller. Christian, je vais vous donner la parole sur ce sujet-là parce que finalement, développer les circuits de proximité, pas à ce moment-là, c'est aussi, entre guillemets, une des raisons d'être, ou la raison d'être de Buenlo. Vous allez rappeler effectivement ce que vous faites pour les agriculteurs laitiers. Et puis, vous me rappelez aussi qu'au niveau législatif, là, on a entendu effectivement au niveau de la métropole, mais qu'il y avait des choses qui permettaient aussi, finalement, de faciliter ces relations. Vous m'avez parlé notamment de la loi Egalim et la loi AGEC. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Alors déjà, c'est Christophe, c'est pas Christian, mais c'est pas grave. Ça, moi, j'ai l'impression de... Oui, il faut quand même le souligner, même si je pense tout à l'heure, on parlera aussi des difficultés, du prix. Quand on est comme ça sur des filières locales, en circuit court, voilà. Mais il faut quand même bien poser les choses, et moi, je le vis en tant qu'acteur. On est quand même grandement aidé par des choix politiques qui, à un moment, permettent quand même de forcer un peu les choses et d'encourager des pratiques durables locales et sur des pratiques d'agriculture durable comme l'agriculture biologique. Et oui, et Egalim, même si bien sûr il y a énormément de choses à dire, permet ça. Permet à des initiatives comme la nôtre, à des accompagnements d'éleveurs laitiers bio en transformation de yaourt, puisque c'est ce qu'on propose, d'arriver, de pouvoir servir des collectivités territoriales, qu'elles soient des métropoles, des régions, des départements, parce qu'il y a un cadre comme Egalim qui donne la direction. Alors ça ne fait pas tout, parce qu'à la fin, il faut quand même réussir à arbitrer une équation économique pour les restaurateurs, pour les collectivités, mais en attendant, ça donne le ton. Et AGEC est exactement sur la même orientation, sur la partie emballage, plastique, recyclabilité. Et moi, on observe énormément d'organisations territoriales qui, dans leur plan d'alimentation territoriale, inscrivent également ce point-là. Et du coup, quand on est capable, localement, de répondre et de cocher toutes ces cases-là, nous, c'est ce qu'on fait, puisqu'on est aussi sur une approche vertueuse sur l'emballage, puisqu'on conditionne nos yaourts dans des très gros contenants qui permet de très très fortement réduire l'utilisation de plastique. Et ben, on accède à ces marchés-là et on peut du coup concurrencer, mais faire plus que concurrencer par l'innovation, des très gros acteurs de la filière agroalimentaire que je connais très bien. Alors effectivement, on vient de parler de tous les bienfaits, on va dire, du circuit de proximité et puis tous les enjeux qu'il y a autour de ça. Pour autant, il y a aussi des réalités qui font que c'est pas aussi simple. On va en parler dans quelques instants. On parlait du prix et ça, on va y venir dans quelques instants avec l'accessibilité. Mais au-delà de ça, il y a finalement aussi les aléas climatiques. Carole Perrier, effectivement, vous me disiez que par exemple l'année dernière, avec les températures, ce qu'on a connu, en tout cas le climat global, il n'y avait pas de fruits à noyaux, en tout cas de façon de proximité. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là en fait? Alors oui, les aléas climatiques aujourd'hui sont présents constamment. On en a eu effectivement en 2022, je crois que c'était début avril, quelque chose comme ça. On a eu un gel sans précédent. Alors on ne va pas rentrer dans les techniques, gel blanc, gel noir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Ça a été d'ailleurs classé en calamité agricole. Ça veut dire que, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait quasiment plus de fruits à noyaux, donc pêche, abricots, etc. Là se pose la question, effectivement, et c'est là pas du tout pour s'opposer, se pose la question, j'ai ma structure de transformation à des tailles différentes. Encore une fois, je vous parle d'échelle, mais c'est important qu'on côtoie effectivement ces échelles différentes. J'ai mes employés, j'ai mon outil de transformation, j'ai mes clients qui attendent aussi mes produits, et pourtant je ne peux rien faire. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, face aux aléas climatiques qui sont réguliers, permanents, on a nécessité de se sécuriser. Encore une fois, on reparle de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'on doit effectivement nourrir la population. Et donc, du coup, on doit faire du risk management qu'on fait de plus en plus au sein des entreprises, c'est-à-dire diversifier aussi ces canaux d'approvisionnement comme on diversifie ces canaux de commercialisation de manière à assurer, on va dire, une sécurité alimentaire pour pouvoir effectivement nourrir les personnes. Donc ça ne s'oppose pas, ça se complète. Et surtout, c'est important de le dire, mais ça nécessite effectivement d'avoir une vision de proximité à des échelles extrêmement différentes. Alors, autre frein au développement du local, au bout d'un moment on va en parler, c'est quand même le prix. Même si travailler donc, sur des circuits courts, ça va limiter les intermédiaires, on sait que certains produits qui sont venus de l'étranger peuvent coûter moins cher. Et quand on est dans un contexte économique
notamment actuel, inflationniste, sur lequel effectivement c'est de plus en plus dur pour les ménages de pouvoir boucler les fins de mois, on se doute bien que le report de la consommation va pas forcément sur du bio local sain, mais parfois sur d'autres typologies de produits, peut-être entre guillemets un peu moins bons si on doit juger, mais qui ont au moins l'intérêt d'être moins chers. Comment ça se passe justement, Fabrice Renaudot? Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Alors, peut-être juste un petit point de décentrage par rapport à notre question. Le défi qu'on a face à nous, c'est le défi de la durabilité. C'est le défi de la transition agroécologique, agroalimentaire écologique. Évidemment que dans cette transition agroécologique, l'ultra-local, le territoire, dans sa plus petite définition, ça a un rôle clé à jouer. Maintenant, il ne faudrait pas non plus être simpliste. Ce n'est pas uniquement par des solutions ultra-locales qu'on va générer suffisamment d'impact au niveau national, au niveau régional, pour pouvoir inverser la courbe des 1,5 degrés. On a tous un rôle à jouer, un rôle différent aux différents niveaux de la souveraineté et du territoire. Par rapport à ça, donc, la question, c'est est-ce que le prix, et on sait bien que le pouvoir d'achat, le prix, c'est aujourd'hui la première préoccupation de tous les Français. Est-ce que le prix de l'alimentation, c'est un frein ou un levier par rapport à la transition agroécologique? Évidemment que oui, dans un certain sens, puisqu'on a face à nous des Français qui sont très paradoxaux. Ils veulent tout. Ils veulent du plaisir dans leur alimentation, ils veulent des produits toujours très pratiques à utiliser. Ils veulent des produits sains. Ils nous disent qu'ils sont très respectueux de la planète. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Et puis, quand ils votent dans un supermarché, les innovations qui ont le plus marché cette année, et je suis désolé de vous décevoir, mais c'est des innovations de produits plaisir qui ont très peu de choses à voir avec la consommation responsable. Donc, faisons aussi attention. Aujourd'hui, l'enjeu fondamental pour la société, c'est plus un enjeu de militantisme convaincu, c'est un enjeu d'impact et d'action sur les comportements alimentaires. Comment tous ensemble, et il n'y a pas qu'un seul levier, comment tous ensemble on peut remettre au milieu de l'assiette des Français tous les jours une alimentation qui va permettre la transition végétale vers l'alimentation raisonnable. Bon. J'ai fait un lapsus parce que moi, il y a une tendance qui m'intéresse en ce moment, c'est ce qu'on appelle le flexitarisme. Qu'est-ce que c'est que le flexitarisme? Il y a aujourd'hui 35 à 40% des Français qui disent j'ai envie de modifier mon alimentation pour manger un peu moins de protéines animales. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter d'en manger. Un peu moins de protéines animales et un peu plus de végétales. Et on sait que l'impact d'une alimentation extrêmement dense en protéines animales est plus élevé, du point de vue carbone, que d'une alimentation végétale, globalement. Bon. Donc on se dit, ok, c'est bien, ça va aider en fait cette transition-là. Si on demande à ces citoyens français-là, on leur dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez envie de manger plus de végétal et un petit peu moins de protéines animales? La première raison qu'ils donnent, c'est le pouvoir d'achat, parce que ça coûte moins cher. La deuxième raison qu'ils donnent, c'est pour ma santé. Je pense que c'est un peu mieux. Et puis la troisième, oui, ils parlent de l'environnement et ils parlent de la planète, etc. Donc dans ce cas-là, on voit finalement que le prix peut aussi être peut-être pour nous un levier dans certains cas pour faciliter cette transition. Et puis j'ajouterais que, en effet, tous les mécanismes qui peuvent être des mécanismes juridiques, réglementaires, politiques, qui peuvent aider à tamponner un peu le déséquilibre dans le partage de la valeur, sont des mécanismes super importants pour faciliter cette transition. Christophe, je voyais réagir. Je vous laisse le micro par rapport à ce sujet-là. Oui, monsieur, réagir et rebondir. En fait, d'abord, il ne faut pas s'estimer d'office perdant sur le combat de l'accessibilité quand on veut travailler du local, du circuit court.
À titre personnel, on commercialise nos yaourts de nos producteurs laitiers dans des zones locales en Normandie depuis maintenant plus de 2 ans, puis là maintenant depuis quelques mois. On a des niveaux de performance et de vente, pour peu qu'on arrive à bien exprimer ce qu'on entend par produit fermier local, qui sont supérieurs aux yaourts que je connaissais très bien dans une autre vie quand je travaillais pour les 2 vaches chez Danone. Donc ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner d'abord et d'une. Après, on a quand même un problème d'accessibilité, effectivement, ça c'est certain. Je rebondis sur les choix politiques et la vision politique. Tout à l'heure, on parlait des Galim, on parlait de l'économie circulaire. Je pense qu'il manque 2-3 choses. D'abord et d'une, ce qu'on appelle vulgairement le bas de la pyramide sur les foyers. À un moment, il va falloir adresser ce sujet-là parce que même avec tous les choix politiques, les orientations, il va manquer la possibilité de pouvoir nourrir ces foyers-là à très bas revenus sainement. Et là, je pense que ça peut se faire que par une orientation politique. La troisième chose, en plus de ces 2 autres points, et ça a été un peu dit, c'est l'éducation au choix alimentaire. À un moment, et les acteurs de l'alimentation, que ce soit les gros groupes agroalimentaires ou les petits, n'ont pas suffisamment de moyens pour communiquer, parce que la création de valeur n'est pas aussi forte que quand on vend un téléphone, du pari en ligne ou du média. On n'a pas la puissance de communication pour orienter le consommateur vers des arbitrages d'alimentation plus sains. Donc à un moment, il faut être aidé, et il faut que nos politiques fassent des choix en termes d'orientation, de communication sur l'éducation à ces arbitrages. Après, à titre privé, les entreprises, elles ont aussi leur rôle à jouer. Je pense qu'il y a 2 choses quand on est en circuit court pour essayer de répondre à l'accessibilité. D'abord, il y a l'innovation. Être capable de faire des choses différentes, pas exactement comme le font tous les grands groupes agroalimentaires, pour pouvoir accéder à une offre qui n'est pas présente dans les gros groupes alimentaires, et surtout pas reproduire ce que font les gros groupes, parce qu'à ce jeu-là, on est toujours perdant, on n'est jamais compétitif. Et puis, autre point, qui est quelque chose qu'on recherche tous quand on est en circuit court et en local, c'est réussir l'association, le travail ensemble de tous les acteurs locaux pour réussir à lever des barrières de prix qui sont des obstacles terribles, qui fait que aujourd'hui le combat c'est David contre Goliath quand on est un petit acteur local face à un géant de l'agroalimentaire. 2 choses où il faut qu'on arrive à s'associer, la logistique, qui évidemment est un point de coût terrible pour les acteurs du local, quoi qu'il arrive. Et puis, ce que moi j'appelle dans la grande distribution, la capillarité commerciale, comment on fait en sorte de placer les produits dans des réseaux, par exemple, d'indépendants, qui sont souvent des réseaux qui sont très demandeurs de produits locaux, mais dont il est très compliqué d'accéder parce qu'il faut globalement avoir la force de vente d'un groupe comme Danone pour accéder à ces magasins. Donc là, il faut qu'on arrive à travailler ensemble, il faut qu'on monte des choses, ça existe, mais c'est encore au balbutiement. Finalement, il vous tend un peu la perche, hein, Jérémy Camus. Donc effectivement, par rapport effectivement à ces enjeux-là, hein, d'accessibilité, qu'est-ce que peut faire finalement le rôle du public, et en tout cas des pouvoirs publics et de la métropole. Vous, je crois que vous avez mis en place, en tout cas vous me parliez que vous voulez mettre en place un principe de sécurité sociale alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, peut-être juste dire... Les solutions peuvent paraître simples, mais pas simplistes. Et elles peuvent paraître simples parce que c'est des petits volumes par rapport à ce que l'agro-industrie peut gérer. Par contre, elles ne sont pas simplistes parce que quand on aborde ces sujets de relocalisation avec des gros industriels, et je l'ai fait encore sur le salon de l'agriculture il y a très peu de temps avec une grosse coopérative laitière en leur disant « Tiens, là, il y a un enjeu avec des agriculteurs qui souhaitent se mettre en place. Comment pourriez-vous développer un outil de production ad hoc pour ces gens-là » Et en face, j'ai en face des gens qui ne comprennent pas, c'est trop dur pour eux, c'est pas leur process en fait. Donc, et donc c'est pas si simpliste que ça pour eux, c'était même un sujet de complexité assez fort de dire oui, mais oui, comment on fait ? Non, je peux vous prendre vos litres de lait, mais je les amène à Agen, c'est pas vrai, hein, je dis une ville ailleurs, mais très très loin, je les transforme en yaourt, puis je vous les ramène après sur la métropole, mais par contre, le lait ne sera pas vraiment celui de local parce qu'on est obligé de mélanger les quantités de lait, etc. Donc je dis, mais là, vous ne répondez pas à mon besoin, en fait. Vous répondez à votre contrainte industrielle qui n'est pas la mienne, quoi, qui n'est pas ma demande initiale. Donc, bref, c'est complexe à traiter pour des filières qui ne sont pas organisées comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un gros boulot de savoir comment on arrive à faire que ces filières fonctionnent. Et j'ai envie de dire, revenez 50 ans en arrière, même si le passé, c'est pas toujours génial, mais ces filières de proximité, elles existaient, elles étaient valorisées, elles étaient valorisantes pour le monde agricole, etc. Donc
ne veut pas dire revenir à cet état-là, mais se dire ça a été le cas à un moment donné, et on peut répondre à une partie du marché à travers ça. Moi, je reviens sur, on a beaucoup parlé de l'amont, mais l'aval, c'est-à-dire les consommateurs. Et là, effectivement, il y a un vrai problème d'accessibilité, en particulier avec l'inflation. Même si sur certains produits, et je reviens sur le bio, l'inflation était moins élevée sur le bio que sur le conventionnel. Regarde l'inflation sur les matières premières, en particulier carbonées, quoi. Et vous m'avez tous suivi sur ce sujet. Là, maintenant, on se pose quand même une question de plus en plus de précarité. Vous avez tous entendu le message des Restos du Cœur qui a été suivi par quasiment tous les acteurs de l'aide alimentaire. De plus en plus de personnes qui prétendent à cette aide alimentaire, en tout cas qui souhaitent l'avoir, et l'incapacité de ces acteurs, dans le modèle actuel de l'aide alimentaire, à répondre à ce besoin. Et donc il y a une question qui est de dire, dans l'urgence, il faut accompagner ces acteurs, évidemment, quoi, continuer à les soutenir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fera probablement à la fin du mois au Conseil métropolitain qui va avoir à la fin du mois. Mais il faut aussi penser structurellement. C'est quoi structurellement demain l'accessibilité alimentaire ? Et à un moment donné, je vais juste reprendre, comme on parlait du passé, on connaît tous la sécurité sociale de la santé, qui a été fondée à un moment donné, post-guerre, pour dire il y a un enjeu de santé publique, les gens doivent être en bonne santé, doivent pouvoir se soigner, doivent pouvoir accéder à ce haut de la pyramide de Maslow, en quelque sorte, vivre en bonne santé. Et l'alimentation, pour reprendre un adage encore plus ancien et antique de l'Antiquité, l'alimentation, c'est peut-être le premier médicament avant d'aller soigner. C'est qu'est-ce qu'on ingère tous les jours et en quoi ça nous fait du bien ou au contraire, ça nous provoque des maladies. Et donc la question de la sécurité sociale et l'alimentation, c'est de dire réinventons un nouveau pilier de la sécurité sociale qui amène aux gens une capacité tous les mois d'avoir un budget dédié à une alimentation de qualité et saine pour leur santé, ce qui aura probablement des externalités positives à moyen long terme sur leur état de santé plus ou moins vieux dans son parcours de vie. Et donc la question, c'est de dire comment on le fait. La seule façon de le faire, j'ai envie de dire, c'est un vrai projet politique. Donc là, je reviens sur aussi cette notion. C'est un sujet imminemment